Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. L'Enfer du Nord a rendu son verdict, revenu à une date printanière 3 ans après. Paris-Roubaix a sacré Dylan van Baarle chez les hommes et Elisa Longo-Borghini chez les femmes. Dans ce podcast, on va revenir sur ce Paris-Roubaix toujours exceptionnel en détail, avec les performances des principaux coureurs, avec bien sûr 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Louis pour commencer, salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et on a aussi pour compléter l'équipe deux de nos membres qui étaient présents sur le Carrefour de l'Arbre ce week-end et même sur d'autres secteurs samedi. Théo pour commencer, salut Théo. Salut à tous, je reviens avec des marques du soleil de Roubaix, le fameux. Ah oui, après la pluie l'an dernier, là on a eu le soleil, ça a fait mal à certains, visiblement Théo. Et on complète l'équipe avec Monsieur Pavé, on ne le présente plus, Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous savez tout, attention on départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors pour commencer, question toute simple, déjà ce Paris-Roubaix, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Déjà, je vais poser la question à Louis, qui a suivi la course devant la télé, aussi un petit peu derrière l'ordi pour le live tweet sur le groupe Eto. Comment tu l'as senti, vécu ce Paris-Roubaix? Ouais, en effet, le live tweet a été très, très animé. C'était pas facile. Au début, le début de course, voilà, c'est tranquille, les petits coups d'échappée qui partent, qui se font reprendre. Et puis à un moment donné, la fameuse cassure qui vient semer le trouble. Et là, je me dis, oh là là, je vais avoir du travail. Et ça a été une sacrée course, une belle partie de vélo pour les coureurs. C'est vraiment une belle édition de Paris-Roubaix. Et qu'on en parlait un petit peu en préparant ce podcast, Geoffrey disait un petit peu ironiquement, ça a mis 40 km à se lancer Paris-Roubaix. Ouais, c'est vrai. Beaucoup ont été surpris, surtout certains coureurs qui se trouvaient dans les dernières positions. Et voilà, on s'y attendait pas. On sait qu'il y a souvent des portions un peu dégagées en début de course, mais de là à ce que ça casse comme ça, les Ineos, ils ont très bien joué le coup. On y reviendra là d'ailleurs, mais non, en tout cas, ça a bien lancé la course et derrière, ça n'a jamais décroché. Il n'y a pas eu de moment de pause et ça a été vraiment 6 heures de vélo vraiment très intense. Alors justement, sur ce coup de bordure, on y reviendra avec notamment l'équipe Ineos, mais on a eu Marcel Sieberg, qui est un ancien coureur et maintenant directeur sportif chez DSM, qui a répondu à un de nos tweets du groupe Eto, qui a dit chaque année, ils essaient de couper le peloton à cet endroit. Je comprends pas comment autant de favoris peuvent rester à l'arrière et ne pas être devant, sachant qu'on avait en effet les Van Aert, Van Der Poel, Asgreen, même Van Baarle aussi. Van Baarle était devant, mais voilà, il y avait la majorité des favoris qui étaient à l'arrière, qui étaient piégés. Il y avait les Ineos et les Quick-Step, sans Asgreen principalement, qui se retrouvaient devant. Geoffrey, déjà par rapport à ce premier point de bascule un peu dans la course, ce coup de bordure, tu t'y attendais autant que Marcel Sieberg? À ce qu'il y ait une bordure qui prenne cette ampleur, pas nécessairement. Maintenant, il y avait un petit vent d'eau et c'est des zones qui sont exposées, donc on sait que ça peut se lancer très tôt. Voilà quoi, Paris-Roubaix. Faut être concentré à 210 bornes de l'arrivée, à 50 bornes du premier moment théoriquement très important qui se remarque sur le profil. On avait parlé du collectif Ineos qui allait bourriner à un moment, ça a clairement pas loupé. Maintenant, ça restait quand même quelque chose qui était bien géré par ceux qui étaient derrière, parce qu'il n'y a jamais eu un moment non plus où l'écart est passé à 3 minutes pour le peloton derrière. On voyait des images avec Van Aert qui se redressait un peu, Mathieu Van Der Poel qui se contentait de finir son repas tranquillement et qui semblait pas inquiet plus que ça à ce moment-là de la course. Sur le moment, je me suis dit, ça est cassé, ça y est, c'est parti. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps quand l'écart a commencé à monter. Et, enfin, j'étais surpris les proportions que ça prenait. Je pensais que ça se réorganiserait et que ça serait juste un effort qui userait les équipiers pour la suite. Bon, de fait, ça l'a été, mais je pensais que ça se regrouperait un peu plus tôt, notamment à l'amorce des premiers pavés. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est une bordure qui a duré quasiment 100 bornes. Hein. Ça s'est regroupé juste avant la trouée d'Arambert, à l'entrée du secteur d'Avelu à Wallers, je crois. Ouais, ça s'est regroupé à cet endroit-là. Je pensais que ça l'aurait fait un petit peu avant, mais
et que les favoris, pour justement faire le jump, se mettre en route. Finalement, ils n'ont pas eu à le faire. Ça a plutôt pas mal réussi à certains pour venir se replacer et être dans le coup pour la gagner après. La Ineos, on en reparlera après, aura quand même été bien récompensé avec le résultat final. Et après, c'était aussi la preuve que Paris-Roubaix, c'est une course où tout peut se passer n'importe où, en quelque sorte. C'est bien la définition même de cette course. Bah, c'est une course qui est unique. On en a eu la démonstration encore là. Je me souviens avec ceux qui étaient présents, on avait ri un peu ironiquement d'une incrustation qui avait montré au début secteur pavé de Troisville, distance restant de 93 km avant qu'il arrive. Bah, finalement, ça a quand même pété alors qu'on était encore à plus de 50 bornes du pavé. Donc, même la longue transition qu'il y a avant, il peut se passer beaucoup de choses dessus. On a vu parfois des années où c'était du bourrinage non-stop qui faisait qu'il n'y avait aucune échappée à Troisville, je pense à 2017. Là, cette fois-ci, c'était quelque chose d'autre, avec des bordures 1 heure avant les pavés. Vivement l'année prochaine. À chaque fois, un scénario un petit peu différent, on va dire. Théo, comment t'as trouvé, toi, pour ta part, ce Paris-Roubaix? Bah ouais, c'était surprenant et dans le bon sens du terme. Que ça parte aussi loin, c'était. Enfin, ça a rendu, voilà, ça a rendu la course intéressante quasiment de bout en bout, comme il a dit. Les 5 heures et quelques sont passées vraiment ultra rapidement parce que toujours il y avait du coup l'incertitude pendant 100 bornes de s'ils allaient revenir. Parce que moi, quand l'écart est monté à presque 2,30, franchement, j'ai commencé à m'inquiéter, à me dire, en vrai, là, ils ont peut-être une chance d'aller gagner. Bon, après, finalement, pas du tout, c'est redescendu très vite, mais du coup, ça a maintenu un suspense dans la première partie, qui est la partie, entre guillemets, la plus chiante. Et après, le reste, c'est lancé, c'est Paris-Roubaix, hein. Depuis, voilà, quoi, la trouée, et puis ça enchaîne, et là, ça s'arrête jamais, et il y en a de partout, et c'est ça qu'on aime. Donc, ouais, donc clairement, super édition. Et au niveau ambiance, c'était pas mal au Carrefour de l'Arbre, hein. Pas mal, c'était oui, il y avait un peu d'ambiance, mais moins que d'habitude. Ouais, les Belges, d'habitude, ils font plus de bruit, ils sont plus présents. Là, un peu moins. Ils étaient aussi peut-être potentiellement moins alcoolisés aussi. Donc, Il y ça joue. avait, alors, pour ce qui a joué légèrement sur l'ambiance, c'est que cette année, contrairement aux autres, il y avait la police belge néerlandophone qui était présente pour canaliser certains groupes de supporters, disons. Ça a pu jouer sur le taux d'alcoolémie ambiant, Oui, le groupe Forza Lampard, le fameux. mais ils étaient quand même là. Et mais quand même, dès qu'on voyait Van Aert à l'écran, alors que ce soit une crevaison, une attaque, un relais, quoi que ce soit, il y avait Van Aert il y avait un gros plan sur Van Aert, il y avait tous les Belges qui se mettaient à crier. Et pourtant, ça n'a pas empêché certains coureurs, je crois que c'était Florian Sénéchal, par exemple, qui disait qu'il avait reçu un mélange de bière et de pisse. C'est pas les bons côtés de Paris-Roubaix, mais bon, c'est vrai qu'il y a une grosse ambiance. Juste comme ça, pour finir rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous deviez donner une note sur 10 à ce Paris-Roubaix, ça serait quoi? Ça dépend, on prend quoi comme échelle de valeur, le cyclisme en général ou Paris-Roubaix uniquement? Ah bah, pour un Paris-Roubaix, on va dire, parce que c'est souvent très animé quand même. Pour un Paris-Roubaix, peut-être sur du au moins 9. Sur le cyclisme en général, forcément 10. Ouais, j'aurais tendance à mettre 9 aussi, parce que c'est un des. Enfin, Paris-Roubaix, c'est toujours bien, et parmi les Paris-Roubaix, ça fait partie des meilleurs, donc clairement, ouais, 9, ça me paraît être une bonne note. Et Louis? Ouais, moi j'aurais mis 8, 8 sur 10, mais 9, je suis pas en désaccord. C'était vraiment une belle édition. En fait, on s'est pas ennuyé. Il y a un beau vainqueur. Il y a eu des rebondissements durant la course. Honnêtement, on est passé par toutes les émotions parce qu'on pensait même à 60 km de l'arrivée que Mohoric avait quasiment course gagnée parce que le temps qui lui avait été laissé était beaucoup trop. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ces gens-là. Mais en tout cas, ouais, ça restera une belle édition. Donc, c'est pour ça que moi, je mettrai un bon 8, 9 sur 10 aussi. Mais non, 8 c'est trop bas. Les seuls moments où il s'est rien passé, c'est quand Van Baarle était sur le vélodrome. D'ailleurs, le groupe pour la 2e place ont eu la gentillesse d'attendre qu'ils finissent de célébrer pour rentrer sur le vélodrome. Et entre le départ fictif et le départ réel, c'est les seuls moments où il s'est rien passé quand même. Il s'est quand même passé un truc entre le fictif et le réel, c'est Pascal Ackermann qui a chuté et qui a dû abandonner dès le départ. Hein, donc, Ah, puis voilà. Oui. Pour finir, petite info, petite stat, c'est quand même aussi le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire à 45,792 km/h. Le précédent Paris-Roubaix le plus rapide, c'était 2017 avec Greg Van Avermaet qui avait gagné à 45,2 km/h de moyenne. Donc ça ajoute aussi à ce Paris-Roubaix
Clairement, ça incroyable. prouve Mais qu'ils ont pas décroché, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas, il y a... Non-stop pendant 250 ans. C'est ça, c'est la confirmation de ce que disait Geoffrey. Il y a pas eu de moment de répit vraiment. On va rentrer dans le vif du sujet avec le vainqueur, tout simplement Dylan Van Baarle, le néerlandais qui a enfin décroché une grande victoire, on peut le dire. L'an dernier, il avait remporté à travers la Flandre, mais voilà, il commence. Là, il n'avait pas vraiment beaucoup de victoires. Il me semble qu'il en avait 5 avant ce Paris-Roubaix. Et là, voilà, la grande victoire, le premier monument de sa carrière. Déjà, en quelques mots concrètement, comment est-ce qu'on pourrait définir cette victoire de Dylan Van Baarle, Théo? Alors, la définir, je saurais pas dire. Enfin, si, c'était un des plus forts, voire probablement le plus fort. Donc voilà, quoi. C'est souvent c'est souvent ce qui se passe à Roubaix, donc ça c'est bien. Mais au-delà de ça, c'est un coureur qui quand même tournait souvent autour depuis bien des années. Enfin, il a fait les top 4, enfin top 5, top 6, je crois, genre il y a 8 ans, un truc comme ça, genre 2013, 2014 peut-être, je sais plus. Non, peut-être pas 2013, 2014-2015. Enfin, il était vraiment bon déjà dès ce moment-là. Il tournait autour et cette année, enfin depuis, ouais, cette année, c'est lui qui fait la plus belle campagne de classique et bah récompensé par la plus belle course à la fin, par la victoire. Donc c'est vraiment, enfin ouais, je suis très content pour lui et c'est mérité. Louis? Ouais, bah, comme l'a dit Théo, voilà, il tournait autour et ça vient vraiment le récompenser. On sait depuis de nombreuses années que c'est un gros moteur, qu'il a des qualités exceptionnelles et très complet. Et il a bien joué tactiquement, il était très fort et bah, c'est assez logique au final qu'il parvienne à obtenir ce succès sur l'arène des classiques. Geoffrey, pour compléter, on va quand même préciser que Dylan Van Baarle, avant cette édition, il n'avait jamais fait mieux que 16e, c'était en 2016 sur Paris-Roubaix. L'an dernier, il avait même été hors délai. Est-ce que c'est peut-être pas justement là l'incongruité qu'il ait jamais vraiment performé sur Paris-Roubaix? Non, parce qu'au final, il était encore relativement loin. Il y avait des hauts et des bas. Il y a aussi le cas particulier de l'équipe Ineos où les coureurs n'ont pas nécessairement tous l'opportunité d'être leader au moment où ils peuvent l'être pour mettre en avant leur plus haut potentiel. Si on remonte quelques années en arrière, il a pu avoir comment dire, à rouler pour d'autres. Quand il était chez Cannondale, il n'avait pas non plus le même collectif et les mêmes capacités pour s'exprimer. Ces dernières années, il a plusieurs places d'honneur et il était un peu dans ce registre de coureur sur une course par étape où, comme au Tour des Flandres au dernier championnat du monde, où il est deuxième, mais sans qu'on l'ait vraiment considéré comme dans un coureur potentiellement là pour la gagne. Je pense que cette victoire-là va peut-être lui faire passer un cap et le faire rentrer dans une autre dimension et il faudra suivre avec attention comment il sera là dans les prochaines années. Mais sinon, pour revenir à la question que tu avais posée initialement et comment définir la victoire de Dylan Van Baarle, au-delà de ses capacités propres, pour moi, c'est une victoire avant tout collective. Le collectif Ineos a été monumental et ça vient concrétiser cette très belle course qu'ils ont fait. Alors, par rapport à ce cap dont tu parles pour Dylan Van Baarle, il avait donné une interview après le Tour des Flandres, il y a 2 semaines de cela, où il disait que le cap franchi, c'était peut-être notamment qu'il l'a passé l'année dernière, en fin d'année dernière, au niveau des mondiaux, où le sélectionneur néerlandais, Koes Mooranaut, lui a dit tu es capable de gagner, tu peux le faire, et il allait chercher cette médaille d'argent, et peut-être c'est ça aussi qui lui manquait de se mettre dans un mental de 20 ans. Dans, dans la tête qu'il avait les capacités aussi d'aller chercher cette victoire sur de grandes courses, la médaille d'argent sur les mondiaux et là sur des Flandriennes de très haut niveau. Bah, c'est peut-être ça, ou enfin, il y a probablement de ça, parce que bah, de toute façon c'est lui qui le dit, donc il doit probablement mieux savoir que nous. Et non, mais moi je pense aussi au fait que quand même à la Sky, il a quand même beaucoup été utilisé comme équipier, surtout en montagne. Du coup, après, en termes de puissance brute, enfin moi j'avais l'impression qu'il avait un peu perdu de cette puissance et qu'il a retrouvé là en 2021. Et bah là, on voit tout de suite que sur les classiques ça paye plus. Après. Enfin, peut-être qu'il sera toujours aussi fort en montagne, hein, parce que bah, chez Ineos, ils sont bons en montagne quand même. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu la puissance qu'il avait un peu avant. Et ça joue aussi, je pense, dans sa confiance. Alors Geoffrey a parlé un petit peu de l'équipe Ineos dans son ensemble, on va revenir sur la performance d'ensemble, hein, donc de l'équipe de Dave Brailsford. Est-ce qu'on peut dire qu'Ineos, ce dimanche, était l'équipe la plus forte de Paris-Roubaix? Largement. Largement. Ils font un coup de bordure déjà à 200 bornes de l'arrivée, même un peu plus. Ils sont bien présents les 7 devant.
ils réussissent à maintenir le groupe et à tenir tête, même plus que tenir tête, parce qu'ils ont creusé l'écart jusqu'à plus d'une minute 30 sur un deuxième peloton où il y avait quand même... Enfin, c'était pas des peintres dans le deuxième. Ils ont eu quelques petits moments difficiles, mais ils ont su quand même se rétablir avec ça. Je pense notamment à la crevaison de Filippo Ganna, mais Filippo Ganna en course-poursuite derrière le peloton sur le pavé de Chieri, c'était magnifique à voir, le virage serré au milieu du pavé, la manière dont il le prend et dont il revient, l'organisation collective avec Lucro qui s'arrête pour donner une roue à Filippo Ganna pour que Filippo Ganna reparte plus tôt, sachant que Lucro pourrait ensuite lui récupérer une roue pour revenir éventuellement un peu après. Enfin, tout était parfaitement géré à merveille. On sait que collectivement, quand l'équipe Ineos sait gérer une course et sait mettre en place un plan et qu'ils ont les coureurs pour le mettre en place, ça peut être payant. Ça peut être parfois relativement ennuyeux. Certains Tours de France, c'est pas ce qui nous avait plu le plus nécessairement, mais là sur un Paris-Roubaix... C'est compliqué de rendre un Paris-Roubaix ennuyeux en même temps. Ah, c'est compliqué de rendre un Paris-Roubaix ennuyeux, effectivement. Louis, l'équipe Ineos qui se retrouve la plus forte, ce que dit Geoffrey, je sais pas si tu es du même avis, mais est-ce que tu t'y attendais avant ce week-end? Déjà, Geoffrey, il a bien résumé et je pense que ça aurait même pu être pire dans le sens où ils ont été un peu perturbés peut-être par la grosse chute où il y a eu, enfin notamment celle qui a mis Anthony Turgis au sol, où ils perdent au moins un coureur Sheffield et peut-être un autre, je ne sais plus. Et honnêtement, ça aurait été encore plus impressionnant si ils n'avaient pas perdu un peu de cours dans ces moments-là. Mais après, ça, c'est le charme de Paris-Roubaix de rabattre des fois un peu les cartes. Après aussi, Et... cette chute, elle a aussi joué sur l'écart avec le groupe derrière qui, du coup, s'est retrouvé un peu pris dans l'entonnoir. Parce que du coup, l'entonnoir créé par la chute, par le bouchon plutôt, le bouchon créé par cette chute dans le premier groupe, et ben de fait, ils étaient revenus à, je crois, 45 secondes. Ils ont pris le double à la sortie. Ils étaient revenus une trentaine de secondes et oui, ils voilà. sont plus d'une minute après. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que je m'y attendais? Oui et non, dans le sens où pour une course pavée, enfin comme Paris-Roubaix, on pense pas directement à Ineos dans les favoris, on pense surtout à Quick-Step qui est la reine des classiques, enfin qui est habituellement en tout cas, ça n'a pas été le cas cette année, mais l'équipe un peu à abattre sur les classiques. On pensait à Jumbo avec Wout van Aert notamment, ou à Alpecin avec Van Der Poel. Mais par contre, on avait vu sur les dernières courses qu'ils avaient des énormes talents. On pense à Turner, à Sheffield. L'Ineos avait une équipe très compétitive et au final, non, c'est pas surprenant non plus de les voir si forts collectivement. Et donc au final, la victoire de Dylan Van Baarle, c'est c'est au moins en partie une victoire d'équipe. Oh bah oui, parce qu'en plus, c'est eux qui ont lancé la course parfaitement. Ils l'ont mis sur de bonnes rails sur de bons rails pour la suite de la course. Évidemment qu'elle est collective, c'est une victoire et Van Baarle a été conclure le travail de ses équipiers. Théo, un petit mot pour finir sur le travail collectif de l'équipe Ineos Grenadiers? Ouais, bah, je vais peut-être un peu nuancer les propos là de Louis et Dars. Ils ont été très forts, mais du coup, dû à les chutes, etc. C'était moi, je l'ai trouvé moins fort que ce à quoi je m'attendais. Alors, j'avais peut-être des attentes trop hautes, c'est possible, parce que vraiment, j'ai vu l'effectif, moi, j'étais en mode, t'enlèves Cameron Wurf, ils ont tous potentiellement un top 10-15 dans les jambes, quoi. Donc, ça me paraissait fou. Et finalement, bah, du coup, dû aux chutes, à du coup, bah, leur offensive qui a finalement abouti à 100 km de chasse, mais finalement, il y a eu regroupement et ça a peut-être fait rouler quelques échappés, enfin quelques équipiers, mais c'est tout. Et le fait que, et en fait, après, ça joue, du coup, je trouve beaucoup plus à la force pure de Van Baarle, plus qu'au collectif. Tu vois, là où vous parlez de victoire collective, moi, j'ai l'impression quand même que c'est Van Baarle qui est quand même très, 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 très fort. Ouais, mais Théo, la course c'est pas la même. S'ils se mettent pas en route comme ça, tu te retrouves pas à avoir un peloton de 15-20 coureurs à la sortie d'Arambert et des coureurs qui rentrent et qui ressortent sans arrêt. S'ils font pas tout ce boulot-là avant, au moment où ils arrivent vers Mont-Saint-Pével, dans le peloton, ils sont peut-être encore 40 à 60. Ouais, mais j'ai du mal à... Enfin, pour moi, je pense que le résultat final n'en serait pas impacté, en fait. Après aussi, il faut rappeler qu'ils étaient aussi présents en nombre dans le final avec notamment Ben Turner qui était là et il y avait pas beaucoup de coéquipiers justement.
Ils étaient très forts, mais je pense vraiment, voilà, dans ma tête, j'avais vraiment idéalisé leur truc avec une force collective, là où je voyais plus un collectif, mais au service d'un homme dans ce cas présent. Ce qui est pas plus Mais, mal dans l'absolu. mais pour redéfendre un peu ce que j'évoquais, s'ils font pas tout ce travail en amont, Van Aert, il a beaucoup plus d'équipiers quand il lui arrive tous ces pépins. C'est pas des efforts qu'il a à faire pour revenir à chaque fois dans le peloton. Et quand Van Barle démarre, Van Aert peut avoir à ce moment-là, si c'est pas dépensé autant depuis plusieurs heures avant, il peut avoir les capacités à suivre Van Barle peut-être. Donc, Bah, je sais pas, moi, les pépins qu'il a eu Van Aert, c'est après le regroupement, hein, parce que c'est dans la trouée, et ensuite, c'est je sais plus quand. justement, après que ses équipiers se soient crevés pour faire la jonction. Oui, mais là, enfin, t'as un problème dans la trouée, moi, je pense que le temps, il aurait été le même que t'es équipé ou pas, hein. Le temps perdu. Moi, en tout cas, c'était ma vision des choses. Mais voilà. Enfin, je veux rien enlever à Ineos, mais c'est plus que pour nuancer un peu et pas. Enfin, voilà, c'était une très grosse, enfin, c'était une très grosse équipe, mais ça m'a moins impressionné que vous. C'est ce que je voulais dire. Et pour finir sur Dylan Van Barle, est-ce que peut-être, alors, on a dit qu'Ineos était peut-être ou pas la plus forte équipe de ce Paris-Roubaix, mais est-ce que Dylan Van Barle, parmi les gros noms, les favoris outsiders de ces Flandriennes, est-ce que c'est pas peut-être le coureur le plus sous-estimé? Parce que au final, certes, les Van Aert, par exemple, notamment, ne peut pas suivre tout le monde, donc il doit faire des choix, et au final, Dylan Van Barle se retrouve à partir 2 fois du groupe des favoris, presque en facteur avant de revenir sur les coureurs qui étaient sortis avant lui, et personne ne l'accompagne, personne ne le suit. Est-ce que Dylan Van Barle, c'est un coureur qui est trop sous-estimé? Non, mais après, c'est sa stratégie de course aussi. On le voit sur le Tour des Flandres. Il attaque avant le Koppenberg, pas dans le moment difficile. Donc, il y a un peu cette, sans que ce soit une sous-estimation, cette appréciation générale de Van Barle où on se dit, bah, il a besoin de sortir un peu avant le moment difficile. La première accélération là qu'il met, c'est avant Mont-Saint-Pével. Là, il démarre sur Canfin. On se dit, bon, bah, il démarre, ouais, c'est Canfin-Pével, c'est un pavé difficile et il démarre en bonne brutasse. Mais c'est avant le carrefour de l'Arbre. Il peut y avoir cette perception autour de Van Barle qui a été faite. Maintenant, sous-estimé, peut-être pas, je veux dire, on ne l'avait pas nécessairement listé dans les favoris, mais c'est parce qu'on listait le collectif Ineos globalement, et ça aurait été une situation de course différente avec un autre qui se retrouve à la tête de l'équipe, avec un Sheffield qui peut-être, quoi qu'il est encore jeune, mais peut-être s'il a pas ses problèmes, aurait pu être devant plus longtemps. C'est surtout que chez Ineos, il n'y a pas un coureur qui semblait se mettre au-dessus des autres, malgré le bilan énorme qu'on peut avoir sur Van Barle, sur ces Flandriennes. Louis, est-ce que tu penses que Dylan Van Barle est sous-estimé ou pas tant que ça finalement? Euh, Sous-estimé peut-être pas, ouais, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Geoffrey, mais il manquait la grosse victoire de Dylan Van Baarle pour qu'on s'en méfie plus. Et par contre, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Geoffrey, et c'est un petit manque de vigilance des autres favoris. Après, voilà, on peut pas sauter sur tous les coups sur Paris-Roubaix, c'est impossible, je pense, et il a parfaitement joué de ça, il est sorti au bon moment, et derrière, bah, il a été super solide pour résister, pour reprendre du temps, notamment au duo Kung-Van Aert. Après, voilà, il a été solide, et évidemment, il y a une petite sous-estimation dans le sens où, en fait, c'est un mec qui n'avait jamais gagné de grosses courses à part à travers la Flandre, et qui n'est pas non plus un monument. Et voilà, en fait, Dylan Van Baarle, il avait un peu peut-être cette image de mec qui joue placé, mais qui a encore une petite marge pour aller chercher la super grosse victoire, le monument. Et voilà, après, ça lui a bien servi. Je pense que s'il gagne le Tour des Flandres il y a une semaine, enfin il y a 2 semaines du coup, il sort pas comme il est sorti hier. Mais voilà, qu'on va pas refaire l'histoire, c'est fait, il a bien mérité quand même cette victoire. Après Dylan Van Barle, on va passer au deuxième de ce Paris-Roubaix, à savoir Wout van Aert. Wout van Aert qui est arrivé présenté par son équipe comme équipier, il n'avait pas couru depuis Gand-Wevelgem après un test positif au Covid avant le Tour des Flandres, donc plus de 2 semaines sans courir, et finalement un Wout van Aert quasiment aussi fort qu'avant, qui va chercher la deuxième place de ce Paris-Roubaix. Vous avez un petit peu évoqué ce qui a pu lui poser problème, à savoir un peu le fait d'être pris dans le mauvais coup, dans la mauvaise bordure au départ, et un peu ses problèmes mécaniques. Qu'est-ce qui a pu lui manquer le plus pour aller chercher cette victoire en particulier?
Pour moi, c'est les problèmes mécaniques qui lui ont un peu, ça l'a pas aidé. Et puis après, il y a le fait que il y avait quand même un groupe qui partait, il y avait des coups qui s'en allaient, etc. Et que ça reste Van Aert, donc il venait en tant qu'équipier, mais je pense que personne, enfin, en tout cas les coureurs n'étaient pas dupes et il l'avait quand même au moins, enfin voilà, il savait qu'il y avait une roue à prendre et du coup il faisait beaucoup d'efforts et il pouvait pas récupérer tout le monde et c'est le problème. C'est peut-être le plus gros souci qu'il a eu, c'est peut-être les problèmes qu'a eu Laporte, peut-être. Alors que Laporte qui aurait potentiellement pu être dans le groupe et aurait, je pense, fait beaucoup de bien à Van Aert. Louis, Wout van Aert sans problème mécanique, il aurait pu suivre Dylan van Baarle. Le problème de Van Aert, c'est qu'en fait, tout le long de la course, depuis le début de la bordure, il a eu un coup de retard quasiment tout le long de la course. Et ça, sur une course comme Paris-Roubaix, ok, t'as des bouleversements et évidemment, tu peux passer du héros à zéro en quelques instants et du zéro à héros en quelques minutes, mais c'est jamais bon. Et évidemment qu'il a pas, enfin voilà, il a un problème mécanique dans la tranchée d'Arambert et évidemment, ça a joué sur la suite de la course également. Il a dû refaire un effort pour revenir. Et en fait, c'est une accumulation de choses qui font que tu peux pas être tout le temps devant et voilà, tu perds le coup d'avance par rapport à d'autres coureurs comme Van Baarle. Geoffrey, est-ce que tu rejoins Louis ou Théo sur la malchance, les problèmes mécaniques qui ont handicapé Van Baarle, Van Aert, c'est toujours ce coup un peu de retard qu'il avait sur la course? Ouais, mais du coup, moi je rajouterais quelque chose, c'est pourquoi il y a ces problèmes-là qui arrivent. Parce que la malchance sur une crevaison ou sur un incident technique, c'est que la voiture, elle se retrouve par les circonstances de course à être 3 km derrière. C'est que par les circonstances de course, il n'y a pas les choses qui sont à côté. Ça peut être que, comme Christophe Laporte est arrivé, tu te contentes pas de crever, c'est tu déjantes et il y a la roue qui se casse en deux. Ça, c'est de la malchance. En revanche, l'accumulation de petits pépins qu'il y a eu, ça peut être que le matériel spécifiquement tel que Wout van Aert le voulait régler n'était pas primordial et ça peut être lié du coup au coup de bluff alors que personne croyait qu'il viendrait comme équipier de Van Aert qui était pas là à la reconnaissance avec ses coéquipiers jeudi. Donc un peu justement cette petite préparation en plus qui lui a manqué? Pour moi, s'il fait la cyclo avec, il peut régler la cyclo, pardon. S'il fait la reconnaissance jeudi avec ses coéquipiers, il n'y a aucun problème. Il peut régler de meilleure manière quel braquet il veut, quelle pression de pneu il veut. Et tout ce genre de micro-détails qui ont une importance primordiale dans Paris-Roubaix, ça peut faire que, même juste en ayant repéré les pavés, parce que ça fait un moment qu'il n'était pas passé sur cela, dans cet état-là, en plus. Ça fait qu'il peut connaître un peu plus le pavé, qu'il peut savoir que sur tel pavé, faut être quitte à descendre sur le bas-côté, faut être côté droit ou côté gauche plutôt que l'autre. Ça peut être que sur celui-là, il faut absolument pas être sur le bas-côté. Ça peut être que la pression des pneus, elle doit être 1/10 plus haute ou 1/10 plus basse. Enfin, ça fait beaucoup d'enseignements qu'il aurait pu avoir directement et qui auraient pu l'impacter sur la course. Oui, parce qu'au final, l'année dernière, on avait eu des pavés mouillés, boueux. Là, c'était pas du tout des pavés très secs, poussiéreux. Ça a rien à voir, et tous les pavés des Flandres ont rien à voir avec ceux de Paris-Roubaix. On peut renvoyer au podcast de la semaine dernière sur les discussions qu'on avait eues là-dessus. Mais pour moi, ce qui lui a manqué, c'est de faire la reconnaissance. Il aurait eu un matériel qui aurait été très légèrement peut-être différent. Il aurait eu une connaissance du terrain un peu meilleure, et pour moi, c'est ça qui aurait pu faire la différence. Et en dehors de ça, physiquement, il était au niveau de ce qu'on avait vu les semaines précédentes. Tu vois toutes les merdes qu'il a, il fait 2e, alors ouais, physiquement, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Je te sens un peu exigeant quand même là pour Wout van Aert. Hein. Non, mais tu dis physiquement ça allait, oui, ça. Je veux dire, un mec peut pas finir 2e de Paris-Roubaix s'il est pas au top physiquement, quoi. Oui, non, bien sûr. Ou alors, c'est une condition de course particulière, il part dans l'échappée matinale, le peloton se regarde et on leur laisse un quart d'heure quand il faut pas. Mais il y aura pas ça pour Wout van Aert. Tu peux pas finir 2e du Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire sans être en forme. On va continuer de descendre dans le classement avec le 3e homme du podium, Stefan Kung, le Suisse, qui va chercher le premier podium pour l'équipe de Marc Madiot, le groupe FDJ, depuis la victoire de Frédéric Guédon en 1997.
Depuis, on n'a toujours pas eu de vainqueur français, mais ça ne saurait peut-être pas tarder. On va donc revenir sur cette course de Stefan Kung. Il y a eu un petit peu des discussions, notamment sur le forum, sur Twitter également. Est-ce qu'on peut dire que Stefan Kung, pour le coup, lui, a été irréprochable dans sa façon de courir, ou pas? Irréprochable Ouais, après, s'il n'était pas dans la cassure. Mais sinon, voilà, pour c'est le ce que reste, j'allais dire. Vas-y, Louis. Ouais, c'est ce que j'allais dire et en fait c'est là son erreur. En fait, il aurait pu faire ce qu'a fait Van Barle. C'est bête, hein, mais il avait en tout cas, je pense, les moyens physiques pour faire ce qu'a fait Van Barle. Et là où le premier tournant de la course, c'est quand il se fait prendre dans la cassure. Et évidemment, voilà, un peu ce qu'on a dit avec Van Aert, c'est que derrière, bah, tu as un coup de retard. Ça s'est un petit peu regroupé voilà, dans le secteur d'avant lui et il a pu revenir dans la course. Et c'est toujours ça de perdu. Et c'est dommage parce qu'en plus, il fait une super campagne de classique. Kung. Il fait troisième de l'E3, cinquième du Ronde 2, sixième d'à travers la Flandre. Enfin, il avait en tout cas le moyen physique d'aller chercher au moins une victoire sur ces classiques et notamment sur les deux monuments. Derrière, est-ce qu'il est irréprochable? Ben voilà, c'est un peu ce qu'on a dit. Il lui a manqué donc cette première bordure. Et derrière, après, ça se joue un peu tactique. On sait que c'est pas forcément le point fort de Stefan Kung, mais il s'en sort avec quand même un beau podium et par contre, il a très bien géré le sprint dans le vélodrome en lançant le premier au virage. C'était parfaitement ce qu'il fallait faire pour quelqu'un qui n'a pas une grosse pointe de vitesse. Ça a été chaud avec le retour de De Vries, mais finalement, il parvient à garder sa troisième place. Geoffrey, c'est toi qui as dit en premier l'erreur de Stefan Kung, c'est de ne pas avoir été dans la bonne bordure à 210 km de l'arrivée. Stefan Kung qui a raté cette bordure tout simplement parce qu'il s'est arrêté pour un besoin naturel, on va dire. Il s'est arrêté pisser, tout simplement. À ce moment-là, plus ou moins, il le dit lui-même. Est-ce que c'était pas prévisible? On avait Marcel Sieberg, je l'avais dit tout à l'heure, qui disait que chaque année, il y a des tentatives de bordure à ce moment-là. Est-ce que c'est pas encore plus une erreur de s'arrêter justement à ce moment-là précis que par rapport à des coureurs qui sont tout simplement à l'arrière du peloton? non, parce que tu prends la route 10 bornes avant ou 10 bornes après, tu as la même ligne droite dégagée à travers la campagne en Picardie. Donc, il allait pas s'arrêter pisser à Troisville ou à Avelui. Donc, il avait besoin de le faire à un moment ou à un autre. C'était juste le c'est mauvais pas de chance. moment, il y a pas besoin d'en rajouter plus que ça. C'est pas de chance, mais c'est pas une erreur de la part du staff FDJ ou du collectif des coureurs FDJ comme si on avait ressassé le rond-point dans l'étape d'Albi en 2019, où là il y a plus matière à débat que ça. Et on sent que 3 ans après, ça n'a pas été encore digéré, mais... Théo, pour compléter sur la course de Stefan Kung, il y a quand même du positif. On a regardé ce qui a pas marché pour le Suisse, mais au final, il va chercher podium. C'est une superbe course de sa part. Ah oui, clairement, non, c'est ça en fait. Quand tu posais la question de irréprochable, c'est juste que le terme irréprochable, c'est un terme fort parce que ne pas gagner, avoir fait une course irréprochable, c'est quand même pas, c'est dommage quoi. Donc parce qu'il avait le niveau pour gagner. Donc oui, c'est sûr qu'on peut lui reprocher des petits trucs, de pas être parti en facteur des moments, mais en règle générale, quand même, il a très bien couru, il était très fort et il mérite carrément son podium. Surtout que, comme Louis l'a dit, sur le vélodrome, il gère parfaitement le truc. Il Oui, fallait tout à fait. démarrer en bourrin de très loin pour anticiper le sprint et faire un sprint très long en espérant que certains réussissent pas à remonter. Van Aert était injouable sur le sprint, ça on s'en doutait un peu. De Vries a failli remonter. Mohoric s'est retrouvé à pas être capable du tout de remonter. Alors que dans l'absolu, on aurait pu s'attendre à ce qu'il le double. Quitte à ce qu'il y ait un coureur qui résiste plus entre De Vries et Mohoric, j'attendais plus à ce que ce soit Mohoric que De Vries. Donc non, il a bien joué pour aller chercher son podium après dans la configuration dans laquelle ils étaient à 4. Et ça, après, c'est l'aléa des 256 km de course qui ont précédé qui fait que un sprint sur un vélodrome après 256 km à l'arrivée de Paris-Roubaix, c'est pas un sprint comme les autres. Et justement, voilà, la configuration de ce sprint, il a su en jouer. Après, par rapport au niveau de Stefan Kung, ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est le meilleur Stefan Kung qu'on ait jamais connu. Avant cette saison, il n'avait jamais fait un top 10 sur un monument pavé, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Cette année, c'est 5e sur le Tour des Flandres et 3e sur Paris-Roubaix. Là, il a vraiment franchi ce cap lui aussi, comme Dylan Van Baarle un peu. Et la 5e place au Tour des Flandres, il a un coéquipier qui fait podium. Donc, en plus, il commence à confirmer un peu plus le potentiel qui pouvait être attendu de lui. Surtout pour les Flandriennes, où on sait que ça peut être des courses où
Enfin, sauf sur les très 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 grands champions qui peuvent éclore très tôt, et ceux qui ont une édition sur laquelle ils sont sur un nuage et qu'on voit plus vraiment après, ça peut prendre beaucoup de temps à attendre à ce que le succès arrive, quoi. Gilbert Duclos-Lassalle, ça reste l'exemple parfait de ça, quoi. Parce qu'il passe pro et il aime Paris-Roubaix dès les années 70, il le gagne 2 fois, mais dans les années 90. Oui, sur la toute fin de sa carrière, à 37-38 ans, il me semble. Donc, l'expérience sur les Flandriennes et encore plus sur Paris-Roubaix a un apport, et pour encore comme Stefan Küng, je pense que c'est pas vrai, c'est vraiment loin d'être trop tard pour espérer gagner Paris-Roubaix dans les années à venir. Et puis voilà, Stefan Küng qui a 28 ans, il a un an de moins que Dylan Van Baarle, donc l'un comme l'autre, ce sont deux coureurs qui ont encore de quoi voir venir et de quoi avoir d'autres chances de gagner ces monuments flandriens, évidemment. On va continuer avec un petit mot sur un coureur qu'on a beaucoup vu, comme pas mal depuis le début de la saison, Matej Mohoric, qui était à partir du moment à peu près de la mi-course, ou même un petit peu avant, qu'on a vu à peu près tout le temps devant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Matej Mohoric? Est-ce que peut-être il en a trop fait en quelque sorte? Bah, vu le sprint sur Vélodrome peut-être, après il restait très 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 costaud. Les pavés partent en sec, faut bourriner, et ça colle bien au personnage de Matej Mohoric. Louis? Ouais, c'est un corps qui est à l'aise techniquement, super fort, il est partout, Matej. Honnêtement, tu le vois sur une course, il vient te refaire une performance derrière sur un autre profil. Ouais, il est vraiment dur à affronter, je pense, pour ses adversaires, et il a encore bien failli créer un petit peu la petite sensation comme il l'avait fait sur Milan-San Remo. Et honnêtement, voilà, il s'est retrouvé dans une situation de course qui lui a été très favorable à un moment donné, avec 2 minutes 30 d'avance sur le groupe des autres leaders. Il a failli faire le bon coup et s'offrir la victoire, mais il a finalement été rappelé à l'ordre par les dieux des crevaisons, puisque la crevaison lui est tombée dessus, je ne sais plus dans quel secteur. Peut-être même que c'était plus sur un secteur, peut-être que c'était sur de la chaussée, sur de la route. Et Il me semble il me semble qu'il s'en est rendu compte sur un secteur. Alors je me souviens plus précisément, mais il a dû changer. Il s'est rendu. On le voit parler à l'oreillette sur un secteur pavé, je sais plus lequel précisément. Et après le secteur, à la sortie, il change de vélo, il laisse Tom De Vrij partir tout seul, hein. Il me semble que c'était ça à peu près. ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça un petit donc il a perdu du temps sur cet incident de course, et en fait, il a tenté sa course offensive comme il le fait, et serait très bien pu sourire comme ça a souri hier à Dylan Van Baarle. Théo, pour finir un petit mot sur Matej Mohoric, je l'avais pas forcément prévu, mais c'est toi qui m'as rappelé que Matej Mohoric il a été extrêmement costaud et qu'on pouvait pas passer à côté de lui dans ce débrief, hein. Ouais, c'est ça en fait. J'ai voulu en parler un petit peu juste parce que pour moi, il fait partie du trio des trois, ouais, les trois plus forts en fait de ce Paris-Roubaix. Donc on a parlé de Dylan Van Baarle qui a gagné et qui était peut-être potentiellement le plus fort. Wout van Aert qui a eu quand même quelques mésaventures et qui quand même arrive à faire deuxième, qui était aussi très très fort. Et je pense que Mohoric était le troisième homme de ce Paris-Roubaix parce que vraiment il a lancé la course de loin. Il a, quand ils étaient à 4, enfin à 3 surtout, c'est lui qui prenait 80% des relais. Quand il s'agit de bourriner, de toute façon il est là, hein. C'est la façon, franchement, c'est ça, hein. C'est comment le définir? C'est un bourrin qui descend comme un ouf, hein. C'est vraiment ça, moi, comme ça que je le vois en tout cas, Mohoric. Donc voilà, et je pense que ouais, il l'avait dans les jambes, comme les deux autres, et ça lui a pas souri, mais ça pourrait lui venir. En tout cas, c'est une course qui pourrait lui sourire à l'avenir. Alors on va pas évoquer tous les coureurs de Stop 10 parce que sinon on en aurait pour 3 heures, même si on aurait bien envie, avec une pensée Alors, notamment. Mathieu, je me permets de te couper quand même parce que avant qu'on parle d'autre chose, un petit mot quand même sur Tom De Vrij. J'allais justement le dire quand même, Tom De Vrij, faut quand même le... Parce que justement par rapport à ça, une petite anecdote sur les coulisses du week-end de Gruppetto de Paris-Roubaix. Samedi soir, il devait être 23h30, minuit. On se faisait avec Théo et avec les autres membres du Gruppetto qui étaient présents une petite review de la start list, et on réfléchissait à quel serait le coureur qu'on attend surtout pas et qui va finir dans le top 5, et on l'a pas listé. Ouais, alors qu'on a listé genre ouais, une On a listé trentaine de noms, un tiers des quarantaine de noms, Ouais, et il était pas dedans. Est-ce que vous avez listé Laurent Pichon? Non plus. non plus. Ah bah dis donc. Comme quoi, c'était vraiment des coureurs qu'on n'attendait pas.
Mais c'est ça aussi la beauté de Paris-Roubaix, d'avoir des coureurs qu'on n'imagine pas réussir à aller faire un top 10, un top 5, et qui se retrouvent là par la magie de cette course. Hein. Donc oui, t'as raison de souligner cette très belle course de Tom De Vriend, qui était très loin d'être attendue au départ de Compiègne, bien évidemment. Mais donc voilà, on n'aura pas le temps, bien sûr, de parler de tout le monde, de tous les coureurs, tous les membres du top 10 même. Un mot sur Mathieu Van Der Poel, on gardera les quick-step après avant de parler des Français, mais un petit mot sur Mathieu Van Der Poel, 9ème, il a été décevant, on peut dire, sur ce Paris-Roubaix. Bah oui, parce qu'on attendait un peu plus de lui. Après, la place de 9ème en elle-même, clairement, à partir du moment où il est plus dans le coup pour aller chercher sur le podium, on l'a pas senti hyper motivé pour aller se battre pour une 6ème place jusqu'au bout. Parce que, je veux dire, pour Mathieu Van Der Poel, finir 6ème ou 9ème de Paris-Roubaix, c'est pareil. Donc, un peu comme Lampard, on en reparlera après, qui, une fois que le podium était perdu, s'est un peu relevé. Voilà quoi, là, il est plus dans le course pour le podium, c'est en ça que c'est décevant. La place en elle-même a plus beaucoup de signification pour ce genre de coureur. Louis, je te voyais un petit peu de ligner de la tête, t'es pas forcément d'accord? En fait, Mathieu, il a une prépa un peu perturbée au début, faut s'en souvenir. Il a eu des problèmes de dos. Derrière, il fait quand même une campagne de classique absolument exceptionnelle, compte tenu de ce souci de préparation. 3e de San Remo, la victoire au Ronde 2, 4e à l'Amstel. Et derrière cette 9e place à Roubaix, peut-être qu'il lui a manqué un petit peu de caisse dans cette préparation pour qu'il tienne sa forme qu'il avait eu au Ronde 2, 2 semaines de plus. Et voilà, on l'a senti quand même un petit cran en dessous des autres leaders. Voilà, on parlait de Koum, de Van Aert. En fait, la déception, on le sentait déjà à l'Amstel qu'il était un petit cran en dessous, et ça s'est confirmé une semaine après à Roubaix. D'ailleurs, à ce sujet, le Roubaix aurait eu lieu à sa place traditionnelle après le Ronde 2 et avant l'Amstel. Mathieu Van Der Poel aurait peut-être été beaucoup plus compétitif. Parce que on est aussi pour, je veux dire, on l'a senti que sur le Ronde 2, puis, Haute-Vars, quelques jours avant, que là, il était vraiment au top. Et, à l'Amstel, on a commencé à le sentir moins bien. Là, Paris-Roubaix, c'est la continuité de ce moins bien. Il pouvait pas non plus rester à être à fond tout le mois d'avril s'il ambitionne toujours de participer au Giro au mois de mai. Oui, ça en quelque sorte, on parle souvent un peu des pics de forme. Son pic de forme à Mathieu Van Der Poel, lui, c'était sur le Tour des Flandres. Ah clairement. La semaine il fait 2 classiques flandriennes la même semaine, il gagne les 2. Le pic était bien ciblé. Théo, est-ce que tu as un mot sur Mathieu Van Der Poel? Pas grand chose à rajouter, hein. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, hein. C'est ça, il a, comme lui l'a dit, la préparation était tronquée, donc il a réussi à arriver très très vite en forme, mais du coup, difficile de tenir ce pic de forme sur trop longtemps. Là, il y a un mois d'écart entre San Remo et Roubaix, donc c'est sûr qu'à la fin du mois, tu ressens la différence et c'est normal. Donc il a pas fait d'erreur d'ailleurs. Moi, je pensais à un moment quand ça commence à se regrouper, je sais plus à combien de kilomètres de l'arrivée, je me suis dit vraiment, on l'a pas vu de la journée, il court parfaitement, c'est nickel. Et c'était parfait, genre un peu comme au ronde, et finalement, juste, il avait pas les jambes, en fait, tout simplement. Parce que justement, le fait de pas s'être trop montré, pour toi, c'est plus qu'il était pas au niveau, plutôt que vouloir se préserver autant que possible. Je pense que c'était les deux, il avait pas d'intérêt à rouler particulièrement. Il a fait l'effort pour revenir sur Van Aert, où il paraissait fort. Et sinon, après, il a vu qu'il avait peut-être pas forcément des jambes de feu. Et du coup, il s'est dit, autant garder un maximum et tenter de tenir le plus longtemps. Avant de passer aux Français, on va finir sur une équipe dont on avait déjà parlé la semaine dernière et qui a été encore en difficulté, même si Yves Lampart est passé tout près d'aller chercher le podium. C'est donc l'équipe Quick-Step de Patrick Lefeveur, avec seulement un coureur dans le top 10, Yves Lampart 10e. C'est déjà un top 10, faut rappeler quand même, Geoffrey avait sorti la stat la semaine dernière et sur la présentation de Paris-Roubaix sur le forum du groupe Eto, que les équipes de Patrick Lefeveur ont toujours été dans le top 10 de Paris-Roubaix, sauf en 2011, donc c'est quand même une sacrée stat qui se continue. Mais là, au final, on regarde de toute cette campagne de Flandrienne depuis le début de la saison, depuis fin février, est-ce qu'on peut dire que c'est la pire campagne de Flandrienne de l'équipe Quick-Step? Oui, clairement, si on a envie de dire de regarder le palmarès de ce qu'ils ont récupéré, on va pas se dire c'est pas si mal que ça quand même parce qu'ils ont gagné Kurn-Bruxelles-Kurn. C'est pas l'équipe Sport de Roth Baloise, quoi. C'est Quick-Step, c'est censé être l'équipe qui gagne la moitié de ces courses-là.
même si, j'ai envie de dire, sauf la victoire, même si Lampard a pas sa chute dans le final et qu'il est dans le coup sur le podium et qu'il fait podium, même le podium à Roubaix aurait pas suffi à rattraper la saison des Flandriennes. Il y a qu'une victoire qui aurait pu rattraper ça. Parce qu'au final, j'ai fait la liste, le- les résultats de l'équipe Quick-Step sur les principales courses flandriennes, en enlevant Kuurne-Bruxelles-Kuurne, en regardant l'Op-Lop, le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem à travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix de 2003 à 2022, il y a toujours eu au moins un podium pour l'équipe Quick-Step. Et là, c'est au mieux une 9e place sur l'Omloop et Newsblad. Ça va revenir à la même question que j'avais posée la semaine dernière, mais je vais pas la poser à Geoffrey qui va répondre la même chose, mais Louis, comment est-ce qu'on explique ce raté de l'équipe Quick-Step? Comment l'expliquer? Je sais pas. Moi, tu sais, je suis pas directeur sportif. Honnêtement, au moment de la course, je sais pas si les décisions qui sont prises sont bonnes. Il y a évidemment le facteur mécanique qui joue beaucoup sur les courses. Et puis bah, les formes. Après, est-ce que les coureurs sont arrivés en bonne forme avec le bon entraînement bah, pour ces classiques? Bah, vu le fiasco collectif, bah, c'est un petit peu à en douter. Celui qui m'a déçu en tout cas sur les classiques flandriennes, moi c'est Casper Asgreen parce que vu comment il est arrivé super fort au Strade Bianche et il avait fait une impression magnifique, on s'est dit bah, il va faire enfin, il va être super fort sur les flandriennes et au final bah, ça n'a pas été trop le cas. Alors évidemment bah, voilà il y a le facteur mécanique, mais derrière enfin il y a pas eu un seul il n'y a pas eu un seul leader pour vraiment porter l'équipe en fait chaque course était un peu bah un coup, ça va être Lampaert, un coup, ça va être Sénéchal, peut-être, un coup, ça va être Asgreen. Et au final, bah, on n'a jamais eu vraiment de leader qui porte l'équipe. Et même si c'est la force, normalement, du collectif Quick Step, bah, voilà, ils n'ont pas réussi à se mettre en évidence. Théo, d'un œil extérieur, qu'est-ce qui a pu se passer pour l'équipe Quick-Step pour avoir autant de difficultés? Ce qui a pu se passer, bah, je pense typiquement sur cette course-là que Quickstep était fort, mais on était très malchanceux. Parce que Sénéchal était très fort, mais il chute à Mont-Saint-Pével. Lampard était bien placé. Enfin, franchement, ils avaient leur carte. Hein. Enfin, pour moi, ils avaient le niveau d'un Quickstep quasiment habituel. Mais La malchance, c'est parce qu'il leur est tombé dessus même depuis octobre dernier, le Paris-Roubaix, on avait vu le Paris-Roubaix boueux, on les avait vus tous pris dans des ennuis mécaniques à tout va. On en avait parlé la semaine dernière, le Tour des Flandres, Casper Asgreen, pas si mal finalement, mais qui a un pépin mécanique sur le Koppenberg et qui doit laisser filer tout le monde. C'est un peu une constante maintenant chez Quickstep, non? Alors, je vais reprendre ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Dans le cadre des chutes et de la malchance sur Paris-Roubaix, tu as ton vélo qui pète sans arrêt parce que t'as pas bien préparé le matos pour un Paris-Roubaix pluvieux comme c'était le cas l'année dernière. C'est pas de la malchance, c'est que l'équipe était mal préparée. T'as tes deux meilleurs coureurs qui rentrent dans des spectateurs, ou plutôt des spectateurs qui rentrent dans les coureurs selon la manière dont on veut le voir. Là, pour le coup, c'est de la malchance. Bon, Lampard aurait pu être sur le haut du pavé plutôt qu'essayer d'être sur la bande asphaltée sur le côté. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais l'impact avec le spectateur, ça fait partie des choses qui peuvent être comptées quand même comme de la malchance. Oui, c'est difficilement contrôlable. Ah, sauf si ASO remettait un peu plus des plots jaunes et noirs qu'on voit d'habitude que sur les Champs-Élysées et des rubalises pour bloquer l'accès à ces bandes roulantes. Après là en fait c'était présent mais sauf dans l'espèce dans l'espèce de S qu'on avait sur ce secteur de M. Bah ouais, c'est dommage quand même, on empêche les coureurs d'être sur l'asphalte sur le côté, sauf pile à l'endroit où ils ont intérêt à y être parce que ça coupe le virage. Alors des fois il faut pas trop chercher certaines décisions. C'est Non, mais là pour le coup, Lampard, c'est vraiment de la malchance parce qu'il peut être dans le coup sur le podium. Ça fait juste que bah, l'immense fan club qu'il a au Carrefour de l'Arbre, ça nous a fait un moment assez spécial à vivre, en plus de la note artistique de la chute, où il y a... au moins c'était télégénique, quoi. Mais c'est vrai qu'au final Lampard, pour revenir un petit peu sur sa course, c'est pas juste sa chute, c'est les problèmes de l'équipe Quick-Step. Il avait fait une course assez juste finalement peut-être. Une très belle course même. Très très belle course. Ce qui fait que d'ailleurs, il aurait tout à fait pu être sur le podium. Je pense que s'il a pas ce pépin qu'il a avec les meilleurs, je pense que Kung est pas sur le podium, parce que Lampard a aussi les moyens de remonter au sprint.
Oui, c'est un coureur qui a l'habitude de bien figurer sur Paris-Roubaix, donc qui a l'habitude de bien gérer aussi les sprints sur le vélodrome également. À présent, on va passer à nos coureurs français. On a un peu deux catégories, je les ai mises comme ça et vous me direz ce que vous en pensez. On a d'un côté, on va dire deux belles surprises avec Adrien Petit 6ème et surtout Laurent Pichon 8ème, qui n'était même pas prévu à la base sur ce Paris-Roubaix. Et de l'autre, des coureurs qui ont malchanceux, avec Florian Sénéchal 13ème et Christophe Laporte et Anthony Turgis qui n'ont pas pu finir cette course sur chute et problèmes mécaniques. Le bilan, finalement, il ressemble à peu près à ça pour nos coureurs français. Oui, moi je trouve ça enfin je trouve ça juste comme façon de, enfin les deux catégories en tout cas comme catégorisation, parce que vraiment, enfin Pichon est une très grosse surprise parce que vraiment, bah, la dernière fois c'était il y a 10 ans, il avait fait un seul Paris-Roubaix, c'est son deuxième, il part dans l'échappée à 230 bornes de l'arrivée, ils sont trois, enfin il se fait rattraper, enfin toute l'histoire est quand même, voilà, quoi. Ça, c'est vraiment un truc pur Paris-Roubaix, la belle histoire de Paris-Roubaix. Petit, c'est aussi une très bonne surprise parce que bah, lui, il était porcif, hein, vraiment. Tu voyais, il était, je sais plus dans quel secteur, mais il était crevé. Ça va Et tu Rosière. voyais que c'était, voilà, bah, voilà. Et il était crevé et en fait, il dépassait les gens qui crevaient, enfin, qui étaient eux pas à plat et qui juste, bah, voilà, il continuait à fond. Et enfin, il était vraiment très, très, très fort. Et l'autre catégorie, du coup, des malchanceux, Laporte et Sénéchal en tête. Turgis, moi, j'y croyais déjà pas avant même sa chute. J'avais du mal à y croire parce qu'il me semblait en déclin. Et ouais, non, Sénéchal et Laporte, clairement, ce qu'ils ont eu, c'est pas. C'est vraiment de la. Enfin, moi, en tout cas, je considère vraiment ça comme de la malchance. Parce que, surtout Sénéchal, que je voyais vraiment. Je le sentais vraiment bien ouais, à 40, 50 bandes de l'arrivée, je le sentais vraiment bien pour gagner. Oui, avec Florian Sénéchal qui a chuté dans Canfin Pével, il me semble, en voulant éviter un spectateur. Mont-Saint-Pével, je crois. Mont-Saint-Pével, Mont-Saint-Pével. Mont-Saint-Pével en voulant éviter un spectateur alors qu'il était dans le bon groupe et Christophe Laporte qui a eu divers pépins mécaniques, notamment sa roue qui s'est pliée en deux sur un secteur bavé. C'était assez particulier, mais bon, ce qui prouve que on a beau avoir du très bon matériel, il y a toujours des pépins mécaniques. Louis, par rapport à nos coureurs français, qu'est-ce qu'on va retenir en particulier? Ouais, moi j'ajouterais juste les belles satisfactions. Je pense à Olivier Legac qui a fait un boulot absolument monstrueux pour Stephen Kung. Pendant 200 km, il l'a emmené quasiment pour que Kung soit dans le bon groupe au final. Et ce qu'il a fait, c'est absolument fantastique. Et également Mathis Louvel qui vient chercher une 15e place très prometteuse à 22 ans. Et voilà, Louvel, c'est peut-être le futur leader de l'équipe Arkea pour les campagnes de classiques à venir. Voilà, chercher une 15e place à 22 ans sur Paris-Roubaix, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et voilà, c'est un nom à retenir et j'espère que dans les années à venir, on en entendra à nouveau parler. Et justement, pour Mathis Louvel, une petite stat intéressante que l'équipe Arkea Samsic a partagée dimanche soir, c'est il a 22 ans, il a fait dans le top 20 sur le circuit Het Nieuwsblad, sur à travers la Flandre, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix, et c'est le premier coureur à cet âge à faire un top 20 sur ces quatre courses depuis 1970, ce qui place quand même son bonhomme et une certaine régularité, même s'il n'y a pas encore de top 10, mais voilà, ça prouve que c'est un garçon très prometteur. Geoffrey, pour terminer sur nos coureurs français dans l'ensemble. Bah, très content pour Adrien Petit, parce qu'on sent on sent quand il se faisait plaisir sur le pavé. Et très content de le voir avoir une 6e place. Il avait déjà eu du top 10, mais là c'est encore mieux. Et Laurent Pichon, par rapport à ce que Théo disait, c'est au-delà de ça, parce qu'il avait participé il y a 10 ans, mais il n'avait pas été au bout. Et c'est cette interview surréaliste qui donne à l'arrivée où il avait juste envie de le terminer et d'atteindre le vélodrome une fois dans sa carrière. Et le gars, il fait top 10. Et c'est même au-delà de ça, parce que c'est pas juste qu'il a le concours de circonstances qui fait qu'il attaque au bon moment et qu'il se retrouve devant. Si on se souvient du tout début de la course, quand il y a un trio qui sort et où il est avec un Biélorusse, avec un Weinzol, il est déjà dedans, il est déjà devant. Il se lance juste pour partir dans l'échappée matinale complètement lambda en début de course, et il se retrouve à ressortir au bon moment et à être devant, enfin, tout le monde était pour lui quand on le voyait à l'avant, quoi. C'était vraiment beau et ça vient bien récompenser sa carrière d'avoir une telle place.
Geoffrey, je vais te laisser finir sur Paris-Roubaix avec quand même un petit mot sur la course dames remportée par Elisa Longo-Borghini qui succède à sa coéquipière Lizzie Deignan qui n'était pas présente cette année puisqu'elle attend un enfant, son deuxième enfant. Donc Elisa Longo-Borghini qui s'était sortie d'ailleurs dans le secteur de Templeuve et qui s'est retrouvée toute seule sur le Moulin de Vertin. Et tu nous avais bien dit la semaine dernière que Moulin de Vertin c'était un secteur qui méritait beaucoup plus que 2 étoiles. Bah, c'est même au point où quand j'ai fait la reconnaissance jeudi, je suis passé dessus et je me suis dit, merde, c'est que 500 mètres, mais c'est plus moche que Mont-Saint-Pével. Il y a que Arambert et le début du carrefour de l'Arbre pour pouvoir rivaliser avec l'état du pavé qui est le Moulin de Vertin. Et 2 étoiles pour ce pavé-là, c'est une blague. Je veux bien que la position dans la course et la longueur aient une influence sur le nombre d'étoiles, mais mettre 2 étoiles à ce pavé-là, c'est presque faire une mauvaise blague aux cyclos qui vont se retrouver là le matin et qui savent pas à quoi s'attendre. En tout cas, pour Lisa Longo-Borghini, il a été décisif ce secteur. Ah bah Lisa Longo-Borghini s'était déjà montré très costaud l'année dernière. Félicitations à Anselme la semaine dernière qui avait pronostiqué une victoire de Longo dans ce Paris-Roubaix féminin. Oui, ça, je l'avais coupé au montage, mais petite précision, c'est qu'en fait, j'avais dit à Anselme, t'es pas obligé de répondre si tu t'y connais pas forcément. Il m'a dit, oh, je peux dire Longo. Bah, premier degré, je lui dis, oh, bah, très bien, Elisa Longo-Borghini, 3e l'an dernier, parfait. Lui me dit, bah, moi, je pense à Janie Longo, mais bon. Et pour le coup, victoire vraiment collective, parce qu'il y a eu d'autres mouvements qui ont été faits avant, avec notamment l'Autocopéki. J'aurais préféré que ce soit l'Autocopéki, mais le collectif Trek était absolument imbattable, avec Hélène Van Dyke qui a abattu un boulot monumental dès les premiers pavés. Elle s'est juste arrêtée de rouler sur les pavés à un rythme fou en début de course parce qu'elle a crevé à Sarre-et-Rosières. Elle revient déjà avec les meilleurs dans la foulée. Après, il y a eu, et je suis très content d'avoir vu Lucinda Brandt être parmi les meilleurs sur ce Paris-Roubaix. La cyclocrosswoman a montré de bonnes capacités à être là. Et à partir du moment où Longo-Borghini était parti derrière, il y avait un groupe où il y avait Hélène Van Dyke et Lucinda Brandt qui, au-delà d'être 2 coéquipières de l'échappée, étaient 2 des coureuses parmi les plus fortes de ce qui restait. Et le collectif Trek, ça fait 2 années de suite qu'ils se montent être le meilleur sur les pavés. Donc on avait tendance à parler de la SD Works comme la Quick Step féminine par rapport à la radia de course qu'elle faisait. Bon, cette année mise à part pour la Quick Step, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que l'équipe Trek va devenir le pendant féminin des équipes de Lefebvre, à briller énormément sur les pavés de Paris-Roubaix, parce que pour le moment c'est un 2 sur 2, et l'année dernière elles faisaient 1 et 2, cette année elles font 1 et 3, à voir ce qu'elles vont faire l'année prochaine. Bon, ben en tout cas, il y a de quoi faire, c'est une équipe très solide. Et je me permets une petite félicitation pour Victoire Berthaud, la jeune pistarde qui était pas nécessairement dans les meilleurs assez loin, mais qui, elle, a pas encore 22 ans pour le coup, parce qu'elle aura 22 ans seulement cet été. Termine première française et 17e, dans le groupe qui s'est joué la 13e place. C'est ça. Vraiment, grande félicitations à elle, parce que tu mettais en avant Mathis Louvel côté masculin, mais voilà quoi. Victoire Berthaud, elle fait 17e, elle est encore plus jeune que Mathis Louvel. Et ben voilà, chez les femmes, on a de l'avenir aussi, bien évidemment, pour après ce 2e Paris-Roubaix féminin de l'histoire. Alors bon, on va faire un petit pronostic sur les 2 grandes courses qui arrivent cette semaine. Mercredi, la Flèche Wallonne et dimanche, Liège-Bastogne-Liège. Julien Alaphilippe et Tadej Pogačar vont remettre leur titre en jeu pour les courses masculines. Très rapidement comme ça, je vais vous demander chacun votre pronostic, alors que Geoffrey me rappelle que Victoire Berthaud vient de Fourmies. Geoffrey, ton vainqueur justement pour la Flèche Wallonne, ce serait qui? Katarzyna Niewiadoma. Pour les femmes, donc voilà, je t'attendais sur ce terrain. Et pour la course masculine? Je vais être original, je vais dire Julien Alaphilippe. Bon, ben Julien Alaphilippe qui continuerait à être invaincu. On verra, on rappelle que des années 2020. On verra ça. Théo, de ton côté, qui est-ce qui va gagner la Flèche Wallonne? Eh ben, je vais prendre le 2e original en disant Pogačar. Tadej Pogačar, pour l'instant, il me semble qu'on ne l'a pas encore vu sur la Flèche Wallonne. Il était oui, pas là l'an dernier. C'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est le meilleur coureur tout court, quoi. Il est vraiment trop fort et ça pourrait lui convenir. Hein. Il a du punch, il grimpe vite. Voilà, il sait se placer. Enfin, c'est bon, ça devrait le faire.
Et Louis, de ton côté, ton favori pour la flèche à l'arrivée au sommet du mur de Huy? Bah, pour moi, ça sera monsieur deuxième place sur ce début d'année 2022, ça sera Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, deuxième sur l'Amstel Gold Race, deuxième sur la Flèche Brabançonne, deuxième au circuit cycliste Sarthe. La victoire, elle est à pas grand chose. Hein. T'as quelques millimètres, c'est quelques centimètres sur l'Amstel il y a quelques jours. Je sens que ça te fait mal d'en reparler. Arrête, non, c'est un traumatisme parce que bon, je sais pas vous les gars, mais moi je l'ai vu devant sur la ligne, donc j'ai crié trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais on verra mercredi Benoît Cosnefroy d'ailleurs qui a pour lui pour le coup déjà participé à la flèche et il avait même fait podium en 2020. Liège-Bastogne-Liège à présent. Geoffrey, qui est ton favori? Alors, je pense à quelqu'un qui est en très grande forme en ce moment, qui a eu de bons résultats, qui n'était pas là à Paris-Roubaix, mais qui devrait être dans le coup pour Liège-Bastogne-Liège, et c'est Marianne Vos, bien sûr. Marianne Vos qui avait raté Paris-Roubaix parce qu'elle était positive au Covid, il me semble. Positive au Covid, donc mais complètement asymptomatique a priori, donc j'espère qu'elle sera complètement remise. Elle fait pas la Flèche Wallonne qu'elle avait gagnée plusieurs fois avant. J'espère qu'elle sera compétitive à Liège et j'espère que c'est elle qui gagnera. Sinon, côté masculin, je vais reprendre quelqu'un que mon père ont cité pour la Flèche Wallonne, que je vois pas gagner la Flèche Wallonne. Je le vois éventuellement sur le podium en haut du mur de Huy, même si j'espérais qu'il gagne. Je le verrai plus à l'aise, je pense, sur Liège-Bastogne-Liège, c'est Benoît Cosnefroy. Ça serait amplement mérité, vu son début de saison, mais vu son début de carrière en général. Il mérite un très grand succès. Il va très probablement arriver dans les années à venir, mais pourquoi pas directement dans les jours à venir. Et Louis, alors si c'est pas Benoît Cosnefroy, que je pense que t'aurais aimé le citer à nouveau, ça serait qui pour la Liège-Bastogne-Liège? Ça, c'est vrai que j'aurais le doublé Flèche Liège pour Cosnefroy, ça me fait rêver. Mais je pense que ça va être Tadej Pogačar, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Ouais, il est trop fort, tout simplement. Non, mais voilà, il arrive en favori avec une bonne préparation. Il a les qualités physiques, il a tout. Il a tout, ce garçon, en fait. Il a tout pour gagner. Et après, voilà, on sait très bien qu'une course d'un jour, tout peut se jouer. Mais voilà, c'est mon favori. Et Théo, pour finir, ton favori pour Liège-Bastogne-Liège, après Cosnefroy et Pogačar? Ouais, bah, j'avais envie de me faire pardonner parce que j'ai dit Pogačar, c'est vraiment la facilité pour la Flèche Wallonne. Donc j'ai été chercher un peu plus grosse côte. C'est pas non plus une côte de fou, mais je pense à Dylan Teuns qui quand même était très très fort sur le Tour des Flandres et aussi du coup la Flèche. Non, attends, l'Amstel et la Flèche Brabançonne aussi d'ailleurs. Enfin voilà, très très fort et je pense qu'il peut sur ce genre de course, il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Eh bien donc on verra pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, qui arrive donc dès mercredi et dimanche. Geoffrey, Louis et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour débriefer ce Paris-Roubaix magnifique encore une fois. Et donc le prochain podcast, on se retrouve la semaine prochaine, juste après Liège-Bastogne-Liège, on débriefera ces Ardennaises. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.